Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère pour vous que vous la regarderez à une heure plus décente que moi, parce que à l'heure où je tourne, c'est en plein après-midi, il fait 33 degrés, ressenti je pense 38 voire 40, donc Bibendum est de retour, voilà, on brille encore une fois grâce à la sueur et non au maquillage. Je vous jure, je fais un mouvement, j'ai l'impression de gonfler de 10 volumes. Mais bref, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va parler du seul et unique, le fameux bilan du mois de juin. Donc si vous avez suivi les péripéties sur Instagram, c'est un mois qui a commencé pas sous les meilleurs augures. Voilà, on n'était vraiment pas très bien parti parce que le 3 juin, j'étais déjà à 5 abandons. Et les lectures que j'avais en cours, il y en avait 2 ou 3 et elles étaient pour la majorité, c'est-à-dire de nulles. Une qui partait très bien et qui s'est avérée finalement nulle aussi. Donc je dois vous dire que j'étais un petit peu dépitée, un petit peu désespérée de voir que j'arrivais à la moitié du mois et que mon quota de lecture n'était pas fameux parce que déjà de base, il faut savoir qu'en rigolant le mois d'avant, j'avais dit oh juin j'ai au moins 27 livres. Vraiment on s'est emballé et tout. Quand j'ai vu comment ça commençait la panade, quand j'ai vu comment ça continuait doublement la panade, mais il s'avère qu'il y a eu un retournement de karma, un retour de flamme, car je finis juin avec 30 livres lus au compteur et de très bonnes lectures, de très bonnes surprises. Pour la petite histoire, j'ai commencé vraiment à lire des bouquins. Je voulais lire des sorties récentes dont les pitchs me tentaient et étaient très prometteurs. Ça ne le faisait pas. Et mon cher et tendre qui a eu la réponse à tous mes mots, c'était lis des valeurs sûres. Et donc qu'ai-je fait? J'ai suivi son conseil. Et qu'ai-je donc fait doublement? J'ai suivi son conseil en poursuivant des séries. Oui, mesdames et messieurs, on est toujours dans cette quête de cocher les cases du Excel en vert pour des séries à jour ou terminées. Donc je me suis lancée là-dessus. En plus, j'ai eu une petite promo Nextory qui est une vraie mine d'or, vraiment quand on creuse un peu. Donc les 50 heures, je peux vous dire que je les ai charbonnées. Donc ça m'a vraiment permis de reprendre un nouveau souffle dans mon mois de lecture. Et pour finir le mois, si vous l'avez suivi sur Instagram toujours, j'avais fait des résumés un petit peu humoristiques pour présenter les livres que je souhaitais lire parce que j'hésitais. Et donc j'avais selon les genres fait des battles de 2 livres avec des résumés loufoques. Et je vous avais fait des sondages pour que vous votiez pour lesquels je devais lire. Donc j'ai suivi vos recommandations. J'ai commencé par lire les 4 que vous m'aviez recommandé et en parallèle j'ai évidemment commencé tous les autres voilà, parce que quoi de mieux que d'avoir 15 lectures en cours à 15 jours de la fin du mois, hein, voilà. De toute façon ici les deadlines on adore, être sous pression on adore, donc ce qui fait que voilà, les dernières semaines de juin ont été un petit peu rudes niveau rythme de lecture parce que je voulais vraiment pouvoir incorporer tous mes livres, toutes mes lectures, les finir et tout. Mais c'était très bien, c'était très sympa, surtout que les lectures étaient vraiment géniales pour la plupart. Donc écoutez, on va revenir sur tout ça. Alors, j'ai du coup en audio poursuivi la saga des Casalets. Donc alors, il faut savoir, petit disclaimer, que je n'ai quasiment aucun livre en physique à vous présenter parce que les suites de séries, je les avais d'abord prises en e-book parce que vas-y, il restait des tonnes de livres à lire. Je ne pouvais pas tout acheter d'un coup, donc voilà, vous aurez des inserts de tout ce que j'ai lu. Malheureusement, ce mois-ci, pas de livre papier, pas de sensation au toucher, mais ce n'est pas grave. Donc je disais, j'ai écouté les tomes 3, 4 et 5 des Casalets, donc j'ai terminé la série. Ça a été un petit peu décevant. On va pas se mentir, on commence sur les chapeaux de roue. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Donc les Casalets, pour resituer dans les grandes lignes, c'est une saga familiale qui se passe au moment des guerres mondiales. Et j'avais apprécié parce que les 2 premiers tomes, en fait, on avait la fin de la première guerre mondiale, on avait l'entre-deux-guerres et on avait le début de la deuxième guerre mondiale. Et donc après, le troisième, il y avait la guerre mondiale, etc. Enfin bref, vous voyez comment je fais tout ça. Et on suivait une famille d'industriels anglais qui avait une maison de famille et tout le monde se retrouvait là. Et après chacun, vous voyez, on suivait chacun des points de vue pour les voir évoluer, etc. J'avais beaucoup aimé le premier. Dans le deuxième, ça m'avait un peu chagriné parce que, enfin, au début, j'avais commencé un petit peu sur des œufs parce que il y avait un élément, je vais spoiler, il y avait un abus d'un parent sur un enfant. Et je m'étais dit dans le deuxième, j'espère que ça va être réabordé, qu'on voit quand même, parce que les gens grandissent, mais ça passe pas la trappe, c'est quand même un sujet, vous voyez.
Et en fait, il s'avère que dans les 3, 4, 5, on ne reparle jamais de ce sujet. Alors j'étais vraiment outrée. À un moment dans le 3, le personnage concerné voit un psychiatre et le psychiatre va faire une allusion à un rapport avec le parent concerné. Mais après ça part en cacahuète parce qu'il essaye d'abuser de la personne, what the fuck, et on n'en reparle pas, et en fait on n'a jamais d'aboutissement. En fait c'est une série qui va décrescendo, parce que dans le 3, alors le 3 me laissait un peu mitigé, parce que les personnages étaient de plus en plus exécrables. Je trouvais qu'il y avait vraiment un gros fossé entre le 2 et le 3. La fin du 3 avait redonné un petit peu de peine parce qu'il y avait une petite révélation un petit peu sympa auquel on espérait, qu'on s'attendait ou pas. Mais le 4, lourd, long, vraiment c'était pénible. Et alors le 5, une catastrophe, franchement. Alors déjà le 4, il y a des trucs, alors oui ok c'est à une autre époque, mais les différents âges à un moment donné, faut se calmer. Pareil dans le 5 je vais à nouveau spoiler, mais à un moment on a un des personnages qui a 26 ans, je tiens à le dire c'est important, qui va tomber sous le charme d'une personnage de 15 ans qui est sa demi-sœur. Et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, il est en mode non mais t'inquiète c'est normal, maintenant à notre époque c'est bon, c'est dans les normes et tout. Pardon, il lui demande de tout cacher et tout. Et après les parents, oui ils gueulent un coup, mais bon en mode bah tu ne veux pas voyons, c'est ton demi-frère. Ah bah oui, c'est comme dans un des autres livres où la guerre c'était pas bien. Bah oui, c'est sûr, la guerre c'est pas bien, merci des constats. Et puis, ouais, je trouve que c'était vraiment pas fameux. On retrouve rien des problématiques de base. Les personnages sont de plus en plus détestables. Je vous dis, le gros sujet, moi, qui m'a intrigué dans les 2 premiers de cet abus, est complètement passé sous silence. On nous jette d'autres persos et puis il y a des relations extra-conjugales et tout. On s'y perd. Vraiment un fouillis sans nom. Donc je suis bien contente d'avoir terminé. Mais malheureusement, c'est loin d'être aussi mémorable que je pensais, sachant que je la vendais à l'époque en librairie quand c'est sorti à tour de bras en mode c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Au final, je vais remettre une réserve et me calmer parce que au niveau saga familiale, il y a beaucoup mieux. Voilà, donc peut-être aurais-je l'effet inverse quand je vais poursuivre les 7 sœurs et que ça partait très mal avec le premier tome, mais peut-être que la suite sera mieux, je ne sais pas, on verra. Ensuite, j'ai poursuivi Vampiria America. Si vous aviez vu au début de la chaîne, j'avais lu le Vampiria America tome 1 que j'avais trouvé très mauvais. Voilà, je vous remettrai dans le petit ma vidéo flop de l'année, je crois que c'était 2023, où voilà, je parlais de ce livre. J'avais trouvé ça sans queue ni tête, pareil c'était d'un fouillis sans nom, pas du tout pertinent pour un huis clos, tout était prévisible à la minute près. J'ai donc écouté en audio, parce que vraiment j'ai profité d'avoir des audios parce que tous les trucs qui me saoulaient si j'avais dû les lire, voilà, flemme. Donc j'ai écouté en audio Vampiria America le tome 2, qui n'était pas plus fameux que le premier, moins pire mais pas non plus transcendant. Je dirais les 15-20 derniers pourcents étaient sympas parce qu'on retrouve nos personnages de la trilogie initiale Vampiria quand c'est averti avec Jeanne, parce que voilà, l'auteur fait en sorte que la première trilogie et la deuxième trilogie finissent par se rejoindre pour un tome final qui rejoint la première trilogie, vraiment micmac sans nom, on dirait Inheritance Games. Et donc, fameux sans être fameux, j'ai ensuite poursuivi avec le fameux tome 4 qui fait 700 pages, donc je peux vous dire que l'écoute il fallait s'enquiller. Et moi qui avais un coup de cœur pour la trilogie principale, j'ai trouvé ce tome 4 un peu pénible. Un peu pénible parce que notre Jeanne donc est au premier plan. Et Jeanne est très pénible parce qu'elle ne pense qu'à son love interest qui est... ils sont à des endroits différents pour la rébellion, etc. Et il est parti avec une autre nana et elle ne pense qu'au fait que la nana va profiter de son absence pour sauter sur son love interest et nana. Elle ne pense qu'à ça, vraiment l'intrigue principale qui est de mettre fin à la nuit éternelle parce que Vampiria du coup c'est une espèce d'un peu de dystopie entre guillemets où voilà, Louis XIV n'est jamais mort, c'est devenu un vampire et donc voilà il y a des vampires et blablabla. Il y a aussi des sorcières qui pop hein, dans Vampiria America, enfin bref. Et donc j'ai trouvé ouais, Jeanne très pénible, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens, qu'on voulait nous mettre des intrigues plus des intrigues plus des intrigues, vraiment c'était un problème sans résolution. La fin d'accord sympa, mais pour moi je pense que ce n'était pas nécessaire de faire Vampiria America, ou alors il aurait fallu faire la quadrilogie et puis après faire un espèce de spin-off Vampiria America pour savoir ce qui se passait à tel moment, parce qu'en fait dans le 4 on a beaucoup de clins d'œil qui rappellent ce qui se passe dans Vampiria America 1 et 2. Donc en soi, comme j'ai enchaîné le 2 et celui-là, j'étais un peu en mode oui bah je sais, merci, je l'ai lu hier quoi.
Donc c'était un peu pénible et puis c'était déroutant parce que dans Vampire America on est en multiples points de vue et là sur ce 4e tome on était focus que sur Jade. Donc c'était un peu pénible, c'était un peu déséquilibré. Donc voilà, je vous conseille la trilogie initiale de Vampiria normal, le 4e tome aussi. Je vous déconseille cependant Vampiria America que je n'ai pas trouvé pertinent plus que ça. Donc voilà, ensuite j'ai poursuivi mais pas fini parce qu'autant les Casalets, Vampiria c'est fini, mais j'ai avancé dans les dieux du campus. Donc j'avais lu uniquement Leander à l'époque, donc voilà on est sur la romance sportive. J'ai donc poursuivi avec Sander que j'ai lu en papier, enfin non, en e-book. Dante le tome 3 que j'ai lu également en e-book et Nox le tome 4 que j'ai écouté. Bref, donc Sander, là c'était sympa parce que du coup on était dans le premier tome sur une romance masculin-féminin. Sander c'est une romance MN, donc entre deux hommes, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après j'ai trouvé que c'était quand même relativement rapide la relation, vraiment on nous veut un peu de trucs un peu slow burn mais ça ne réussit pas parce que c'est très rapide, une fois qu'ils se sont pécho, vas-y c'est bon. Mais encore celui-là ça allait. En revanche, Dante, alors on m'avait dit ouais Dante c'est mon préféré, merci. Donc là on est sur une romance féminin masculin, sauf que la nana fait du MMA, lui il est cheerleader, d'accord, et ils sont tous les deux chiants, vraiment ils sont tous les deux pénibles. J'ai pas plus accroché que ça du tout à leur relation. Pareil, leur passif, j'ai trouvé qu'il n'était pas creusé. J'ai trouvé que ça régressait un peu par rapport à la plume de l'auteur. Et alors, le tome 4, ça a été le pompon parce que déjà la narration audio était nulle de chez nul. Quand on était du point de vue de Nox, la voix de c'est Pierce, je crois, son love interest. Donc, on est re sur du MM de garçon. Et c'était une voix d'ado de 14 ans débile. Et quand on était du point de vue de Pierce, la voix était normale. Donc what the fuck, trop bizarre déjà. Et puis alors j'ai trouvé qu'ils étaient pas du tout intéressants, pas du tout d'alchimie. Nox qui est censé avoir un passé sombre et tout machin, c'est carrément survolé. Pareil Pierce, son passif qui est censé être douloureux, ne m'a fait ni chaud ni froid. Hein. Et pareil, j'ai trouvé que c'était extrêmement rapide. Franchement, ils sont sur des charbons ardents, je ne sais pas, bref, le barbecue, des braises. Et d'un coup, paf, ils s'en passent et après ils skippent plus. Et ils s'affichent et tout machin. Ni queue ni tête. Franchement, je trouve que là, les tomes 3 et 4 sont vraiment pas fous. Donc il me reste Scott et je ne sais plus qui. Je sais plus c'est quoi l'autre, le dernier. Bref, il me reste les 5 et 6, il m'en reste 2. Donc pour l'instant ils sont pas en audio, je les ai pas poursuivis, j'ai préféré me tourner vers autre chose pendant le mois parce qu'il fallait une pause de romance. Ensuite de série qui a par contre été une très bonne surprise, j'ai lu les tomes 2 et 3 du dernier conte de Alice Santee. Donc j'avais lu le premier lors de mon mois romance il me semble, en février, où j'avais bien aimé mais sans plus parce que ça m'avait un peu dérouté d'avoir affaire à une fée qui n'était pas très clinquante. Il y avait des motos, des voitures, des trucs, et puis j'avais trouvé que la romance était très au second plan, mais après que ce soit un sauveur, pas de souci. Mais j'avais trouvé que ça manquait un peu d'action, que c'était peut-être un petit peu déséquilibré. Et du coup là, je resitue, on est sur une réécriture de conte. Donc le premier c'était autour de Blanche-Neige, le deuxième c'était autour de la Belle et Bête, le troisième autour de la Petite Sirène. Et il y aura un 4e tome qui sort en juillet, là, peut-être cette semaine même d'ailleurs. Et en fait, on rencontre Ariane qui est la dernière des fées parce que Marine la bonne fée est décédée. Et pareil, il y a un jour, une nuit infinie comme dans Vampiria. Et elle doit réécrire un conte pour pouvoir guérir le monde, entre guillemets. Et donc elle va aller dans notre monde à nous chercher un héros qui s'appelle Warren, qui est finalement pas vraiment un héros. Et elle va leur donner son monde et il va y avoir une péripétie et machin. J'en dis pas plus pour pas spoiler. Mais donc ce premier tome m'avait laissé un petit peu mitigé. En revanche, le deuxième a carrément remonté le niveau. J'ai trouvé qu'il prenait direct en maturité, que ce soit dans l'écriture ou dans l'intrigue. Les personnages étaient beaucoup plus intéressants. Dans leurs échanges, ils étaient toujours un petit peu distants, un petit peu froids. Mais il y avait quand même une alchimie plus présente qui était mieux ressentie, mieux retranscrite. J'ai adoré l'intrigue autour de la Belle et la Bête, assez un petit peu dark, un petit peu gore. Là on a un peu plus de trigger warning, j'ai trouvé que dans le premier par exemple. Donc ça c'était vraiment sympa, on avait un peu de révélation. Et alors le troisième là que j'ai fini fraîchement hier, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré.
On est en plus, comme on est en réécriture petit tiré, on a un petit côté un petit peu piraterie et tout. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent également dans l'avancement des révélations. Alors oui, il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure, logique. Mais j'ai trouvé que là, voilà, la romance s'est mise, continue à se mettre en place, mais elle n'est pas au détriment de l'intrigue. L'intrigue reste très présente et je trouve que c'est très bien ficelé. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas où l'auteur veut nous mener en fin de compte. Il y a eu des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Franchement, c'était vraiment une ambiance et une atmosphère que j'ai adoré. Je ne saurais pas comment le décrire réellement, mais c'était vachement plus pertinent. Franchement, là, c'est une série qui fait que monter en apogée, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment j'ai trouvé que là on partait sur quelque chose de vraiment bien. J'ai aussi clos la trilogie La fille du roi pirate, donc le troisième tome c'est un peu un spin-off parce que on est sur la vengeance de la reine pirate, mais du coup on suit plus directement Alosa et Riten, je crois que c'est ça son prénom aussi, mais on suit Kieran, ou je sais plus comment elle s'appelle, enfin sa seconde quoi, qui va se voir confier un bateau pour aller faire une mission avec un love interest également. Et j'ai préféré ce tome là à la duologie initiale parce que je trouvais que la romance entre Alosa et Riden, elle était un peu chiante. Alors le premier ça allait, dans le deuxième lui devenait un canard pas possible, il était trop chiant en mode il fallait qu'il fasse tout pour elle, elle pouvait pas se mettre en danger, enfin alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, hein, c'est son métier d'être pirate. Enfin bref, je l'avais trouvé très pénible. En revanche ici j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages était plutôt cool et pareil ça prend pas le pas sur l'intrigue. J'ai trouvé que, j'en dis pas pour pas spoiler la duologie principale, mais je trouvais qu'on avait des personnages plus forts de caractère, une intrigue plus construite, j'ai trouvé que c'était plus mature, donc j'ai trouvé ça plus dynamique, j'ai vraiment passé un meilleur moment qu'avec La fille du roi pirate de base. J'ai également clos une trilogie qui avait son premier tome sur ma tirée depuis très longtemps, qui a été lu il y a peu, et il me restait les 2 et 3 que j'ai lus, c'était Library Jumper, donc c'était la voleuse de secret, le premier tome. Pareil, je pense que si on aime Shadowhunters, enfin The Mortal Instruments, c'est un truc qui peut carrément plaire, même un petit peu Gardien des Cités Perdues aussi. Je pense que si je l'avais lu à l'époque où je l'ai acheté, c'est-à-dire quand c'est sorti, où c'était en vogue et tout, j'aurais adoré. Vraiment j'aurais adoré parce que ça se lit vraiment très vite tout seul. Là voilà, j'avais un petit peu plus de détachement, j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais trouvé ça assez page turner quand même. Le deuxième m'a laissé peut-être un petit peu plus mitigé. Le troisième était sympa, la conclusion était cool, mais ça reste quand même du young adulte de début, vous voyez. Elle est tout le temps en train de parler de son mec en mode mon amoureux, vas-y c'est bon, c'est ton copain ou quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu dans l'écriture, on ressentait un petit peu le côté ado, un petit peu facilité. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le troisième tome, évidemment, à un moment, il y a une bataille finale, et j'ai trouvé que les choix scénaristiques de l'auteur n'étaient pas forcément les plus simples. Il y avait quand même des agréables ou désagréables surprises, selon les points de vue. Mais non, ça c'était sympa, donc je suis contente d'avoir terminé. Encore une case qu'on peut cocher. Ensuite, j'ai terminé la trilogie Gods of Men de Barbara Cross, je ne sais pas, Sheriffka. J'avais adoré le premier tome. Le deuxième tome, j'avais bien aimé aussi. Ce troisième tome, je pense que c'est une saga qu'il faut lire les 3 tomes à la suite, sinon on est vite perdu parce qu'il y a même beaucoup d'infos. Après ça va, j'ai pas eu trop de mal à me resituer dans ce tome 3. J'ai trouvé que vraiment la force de cette saga, outre sa dimension fantasy qui est bonne, parce que pour moi je considère pas ça comme une romantasy parce que la romance c'est vraiment au second plan, mais le fond de famille dans cette saga est incroyable. Ce tome 3 je l'ai trouvé peut-être un petit peu long. J'ai trouvé qu'il y avait des détours dans l'histoire qui n'étaient pas forcément ceux auxquels je m'attendais et qui rallongeaient un peu l'histoire pour rien. Ça aurait pu être un petit peu mieux fait, mais dans l'ensemble c'est une saga que j'avais bien aimée. On était vraiment sur on suivait une jeune femme qui avait un pouvoir qui était un peu mal vu et donc elle fuyait pour un petit peu se camoufler. Donc ça c'est vraiment une fantasy un peu high fantasy sur les bords, enfin vraiment à partir de 15-16 ans parce qu'il y a quand même quelques trigger warnings à des moments. Mais c'est une série que je recommande fortement. Et la dernière série que j'ai terminée, parce qu'après j'en ai débuté, lol. La dernière série que j'ai terminée c'est Scholomance de Naomi Novik. Madame, il n'y a pas à écrire des parpaings de texte comme ça. Vraiment des pavés, la nana, je sais pas comment elle fait pour s'en sortir. Mais ça rend la lecture mais d'une lourdeur. J'avais déjà fait la remarque dans le deuxième tome, enfin même dans le premier, parce que vraiment pour le coup, on est dans la tête de la nana.
Mais en fait, quand il y a des dialogues, ils sont incorporés dans les paragraphes et du coup, en fait, on a que des blocs. Des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. En plus, les chapitres sont terriblement longs. Donc c'est lourdeur plus lourdeur. Là, c'est bon, c'est un sumo le bouquin qui vous met un grand coup dès que vous le commencez. Ce tome-là, alors j'avais plutôt très bien apprécié le premier. Le deuxième aussi. En revanche, le troisième me laisse plutôt mitigé. Je lui mets juste la moyenne, 2,5 sur 5. Parce que j'ai trouvé que notre personnage principal, elle, est détestable dans ce tome. Elle est exécrable, elle est d'un égoïsme affligeant. Elle ne pense qu'à elle, elle ne pense pas aux autres. Dès qu'on lui fait une remarque, elle prend la mouche. Elle est sur la défensive H24, elle ne pense qu'à ses objectifs, mais elle ne fait rien pour les atteindre d'une manière correcte. Les gens qui sont autour d'elle, qui essaient de lui ouvrir les yeux, de la brosser dans le sens du poil parce qu'ils sont très sympas, elle les envoie tout le temps paître. Franchement, j'ai trouvé que ce tome était vraiment pénible. De son point de vue, là, c'était lourd. On avait juste envie de lui mettre des baffes. En revanche, j'ai trouvé la fin sympa, la résolution finale était cool. Après, ça reste un livre de fantasy assez complexe. Vraiment, c'est un univers complexe. C'est des phrases complexes parfois. Je pense que si on aime ce genre un peu Dark Academia, tournez-vous plus peut-être vers le livre qui refusait de brûler, enfin la trilogie de la bibliothèque de Mark Lawrence, parce que il est complexe, mais plus aéré, si je puis dire. Donc voilà, Scholomance c'est fini, Dieu merci. Ensuite, alors, ma première lecture du mois, enfin la première lecture du mois de laquelle j'ai été au bout, c'est Les Indignes de je ne sais plus qui, machin chose, qui a écrit un autre livre qui s'appelle Cadavre Exquis, pardon. Un livre qui avait été assez populaire à sa sortie parce qu'il était un peu, il sortait des sentiers battus, il était un petit peu loufoque, un petit peu poisseux, qui m'intrigue, que j'ai toujours lu mais que j'ai dans ma palle et que je lirai malgré le flop de l'année qui a été Les Indignes. Puis je prends méthode des Indignes parce que là on est un peu dans une dystopie en mode voilà, il y a une espèce de sororité de femmes qui il y a eu la fin du monde et donc elles se retrouvent et voilà, et un jour il y a une jeune femme qui est trouvée dans les bois et qui va intégrer cette sororité et donc à partir de là il va se passer des trucs un peu bizarres. On comprend très vite qu'en fait c'est plus une secte qu'autre chose parce qu'il y a un gourou, une espèce de dieu tout puissant qui est là pour dire des choses mais on ne voit jamais en action, hein. Les nanas sont un peu exploitées. C'est pour vous situer en fait pour moi un croisement entre l'année de grâce chez Gallimard je crois, la servante écarlate et la religieuse de Diderot. Alors oui, vraiment ça sort de nulle part, mais c'est une remarque pertinente parce que j'ai trouvé que vraiment quand j'ai lu ce livre au début et quand j'ai lu le pitch, c'était vraiment ce ressenti que j'ai eu. Et on pourrait dire que c'est 3 livres que j'ai vraiment adoré et que du coup, un condensé des 3 aurait pu être formidable. Et pourtant, c'est le flop de l'année parce que ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment un bout de roman. C'est un bout de livre. En fait, quand vous lisez Les Indignes, vous le commencez, vous n'avez pas de mise en contexte, vous ne savez pas pourquoi le monde en est devenu ainsi, vous ne savez pas pourquoi la sororité, la secte là est arrivée, on ne sait pas d'où, de comment, de qui, de qu'est-ce. Et quand vous le refermez, il n'y a pas de fin. Donc au final, en fait, c'est comme si vous preniez un livre, hop, 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 vous prenez les 100 pages du milieu, vous en faites un autre livre et vous le donnez à quelqu'un. Voilà, en fait, c'est un milieu de livre. En fait, c'est fou de réussir à faire aussi mauvais alors que dans la vibe, c'est un condensé de 3 livres excellents. C'est dingue. Et pareil, les personnages sont détestables. On suit, en fait, on est du point de vue d'une des sœurs là, qui est dans la sororité, qui écrit un journal, mais normalement elle n'a pas le droit d'écrire parce que c'est mal lu et donc elle va se faire fouetter. Et il y a plusieurs castes de sœurs, donc il y en a qui sont très bien vues, mais on doit leur couper la langue. Enfin, des micmacs, c'est très dégoûtant. Par contre, attention, c'est très poisseux là de ce côté-là. Donc je pense que c'est peut-être un style particulier de l'auteur. Je sais pas, j'ai pas lu Cadavre Exquis, donc je ne sais pas si c'est normal, mais pour moi c'est très mauvais. Alors là, c'est très très mauvais. Franchement, payer 22 € pour même pas 200 pages et que ce soit aussi mauvais, mais de qui se moque-t-on en fait? De qui se moque-t-on? Vraiment, l'État, il faudrait revoir ses priorités de texte de loi, je pense. Parce que là, la polémique est grande. Hein. Ça fait des procès à TikTok, mais ça devrait faire des procès aux maisons d'édition. J'ai lu La route de la côte, où là, c'était assez prometteur, parce qu'on rencontrait une jeune femme, enfin, on arrivait dans un village, une espèce de petite bourgade, où il y a tout le monde se connaît évidemment, et une femme revient après avoir quitté son mari et ses enfants pour partir avec un mec à la ville, et au final elle revient sans le mec, elle est un peu penaude et tout, et elle va essayer de se rapprocher des villageois en instaurant un atelier d'écriture parce qu'elle est auteure à succès, etc.
Et donc elle va tisser des liens avec d'autres et tout ça va se mêler et on va voir qu'il y a d'autres intrigues avec d'autres personnages entre eux, etc. Gossip Girl de cinquantenaire, mauvais. Parce que vraiment, au début ça partait trop bien et je me disais en fait je continuais à lire parce que je me disais ça se trouve ça va crescendo et en fait à un moment il va y avoir un rebondissement ou quelque chose. Et alors le rebondissement pour être inattendu était inattendu, ça on pouvait pas le voir venir, j'ai trouvé ça grotesque. Et les personnages j'ai trouvé qu'au début ça allait et après ils deviennent d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre antipathiques. Il y en a un, il est tout le temps il y a un mec, un des maris d'une des femmes, qui est un quarantenaire, voire cinquantenaire même, qui dès qu'il parle il finit ses phrases par putain. En mode c'est Hardin. C'est Hardin dans After, le type. On aurait dit un ado. En plus, il fait que de la merde et après, il va reprocher à sa femme de faire des erreurs parce qu'il pense qu'elle couche avec le prêtre. Alors que lui, il la trompe avec l'auteur, justement. Enfin, n'importe quoi. Donc, ça partait très bien et puis d'un coup, paf, le soufflet, il est retombé. Il est sorti du four, il s'est dit, je me tire. Vraiment, il est parti sans motif. Bah, si, le motif, c'est que le livre était nul. Vraiment terrible. Terriblement. Là, ça c'était mes 2 premières lectures du mois. Après 3 abandons déjà, parce qu'après il y en a encore eu 2 autres abandons. C'était cata. Ensuite, encore cata, vraiment, j'ai lu Bodyguard on campus. Alors ça partait mal, j'avais fait une story en mode avec un sondage en mode est-ce que vous pensez que ça sent l'abandon encore une fois pour moi ou est-ce que ça va passer trop bien. Tout le monde avait voté que ça allait encore être un abandon. Et effectivement, c'est vrai que c'était pas bon. Mais j'ai pas abandonné, j'étais au bout parce que je voulais voir. Là, Bodyguard on campus, on est sur une petite romance où on suit une jeune femme qui est fille d'un politicien et il est en lice pour des élections, etc. Et donc, comme il y a certaines menaces et tout qui pèsent autour d'elle, ils vont lui mettre un garde du corps un peu en secret au début. Donc, il va emménager à côté de son appart où elle vit avec sa meilleure amie. Ses parents sont détestables, vraiment, on va y revenir, mais c'est fou comment, dans les bouquins que j'ai lus, les parents sont souvent très détestables. Vraiment, faut se remettre en question, hein, des fois. Donc, il va y avoir cette team d'agents secrets, en gros. Et c'est rocambolesque. C'est quiproquo sur quiproquo. C'est pas drôle, ça se veut drôle, mais c'est pas drôle. La nana, elle fait de l'humour, mais personne capte ses blagues parce qu'elles sont nulles. Donc, flemme. Et la romance sans alchimie. Alors, lui, pareil, du chapitre, entre deux chapitres, d'un chapitre à l'autre, il fait un saut et il passe du mec hyper froid, fermé, à qui on peut pas parler, on peut pas le toucher, à il est tranché d'amour, à la vie et à la mort. C'est XZM le type, frère. À un moment, stop, faut arrêter. Un glaçon, ils font pas en un claquement de doigts, hein, il faut un petit peu de temps quand même. Et alors, à un moment donné, la nana, elle se fait kidnapper, et donc il y a mission sauvetage. C'était n'importe quoi. C'était pas bien écrit. Alors, je sais pas si c'est sorti de Wattpad ou quoi, mais c'était pas bon. Franchement, là, ah bah celui-là, il va pas rejoindre mes étagères. Ah non, ça c'était vraiment une romance nulle. Ensuite, 2 lectures plutôt sympas. J'ai lu La papeterie du bonheur de Sally Page, je crois. Où là, on voit une jeune femme, pareil, qui... je sais plus si elle se sépare de son mec, qui est un connard fini. Et elle va reprendre la papeterie de son oncle, parce que son oncle est hospitalisé parce qu'il a fait une mauvaise chute. Et donc elle va se lier d'amitié avec les voisins, les autres artisans, les autres commerçants plutôt. Et donc voilà, autour de la papeterie, ils vont se lier d'amitié et puis elle va créer des relations amicales et amoureuses éventuellement. J'ai bien aimé, c'était sympa. En revanche, j'ai trouvé que la romance était un peu cucu. La personnage, elle aime bien un peu se lamenter, donc j'ai trouvé ça un peu long. Donc ça, c'était dommage. Mais après, c'était assez feel good, assez drôle. Il y avait 2-3 passages sympas. La fin était sympathique aussi, franchement ça m'a bien plu. Ah, très bien plu aussi, c'est un policier un petit peu historique que j'ai lu Perspective. Alors, j'espère que je vais pas être démonétisée pour ces gens nus, mais après, bon, je suis pas monétisée, donc bref. Mais Perspective ici, alors, si vous avez aimé Medici Haste chez De Saxus ou Lorenzaccio, oui, je suis en boucle avec ces livres-là. Là, vous allez adorer parce qu'on est sur... à l'époque des Médicis, et en fait il y a un peintre qui va être retrouvé mort et qui l'a tué, tout le monde va l'accuser. Et en fait dans ce livre les personnages principaux sont des personnages connus genre Michelangelo, le duc de Médicis, etc. Et on a des allusions à Lorenzaccio bien sûr, à Alexandre et tout. Et ce qui est particulier et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que c'est un récit au format épistolaire. Donc en fait les chapitres sont très courts parce que ce sont des lettres. Et au final, avec et un tel a fait ça, mais qui est. Et en fait, j'ai trouvé que ça a apporté un dynamisme fou à la lecture parce que, comme c'est très rapide, bah, ça s'enchaîne. Donc, oui, forcément, les lettres à mettre du temps à arriver à l'époque. Et
nous on a tout d'un coup. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'il y a vraiment des rebondissements de qui est qui. Et en plus, au-dessus de ça qui plane, on a un peu des conflits politiques de rébellion contre les Médicis et tout. C'est un petit peu drama, hein, drama time. Mais j'ai trouvé ça très très cool. Franchement ça, je vous recommande. Si vous aimez cette période et, historique et l'art, je pense que ça peut être un bon compromis pour vous. Ensuite, j'ai lu Le Cercle des femmes rebelles et ça c'est de Alison Goodman ou Alice Goodman. Je suis sûre du nom de famille, pas du prénom. Enfin c'est du début, mais pas de la fin. Ça c'était vraiment sympathique. Un petit peu, roman historique. Donc on est sur la Régence, un petit peu encore cette époque, britannique là. Que je lis souvent dans les Regency de chez J'ai lu, les romances là. Et là on va rencontrer deux femmes qui sont sœurs, qui ont une quarantaine d'années, donc qui sont considérées comme des vieilles filles, ça y est, elles ont fait leur temps, elles sont famées. Bref, et en fait elles ont la particularité, c'est de venir en aide à des femmes un petit peu en détresse, un petit peu comme dans Agency for Scandal là, où voilà, on fait un peu appel à elle pour aller sauver une telle parce qu'elle est séquestrée par son mari, alors que lui, sous toute apparence, il fait le mec. Donc on a 3 parties, donc 3 enquêtes entre guillemets. Et on suit ces femmes qui sont... on a une des sœurs qui est un petit peu plus posée, un petit peu plus réfléchie. On a une autre qui est un petit peu plus tête volée, mais c'est très sympa. C'est très équilibré, c'est très drôle. J'ai trouvé que le côté historique était vraiment très bien mené. Et on a un fond de romance avec un personnage masculin qui est assez rocambolesque et que j'ai beaucoup aimé, franchement, très séduisant, très charmant, très gentleman. C'était assez fluide, franchement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un roman qui était efficace et c'est vrai que l'autrice le dit dans une note à la fin du livre, mais c'était important pour elle de mettre en avant des femmes de cet âge-là, d'un âge avancé entre guillemets, et de montrer que c'est pas pour ça que ça les empêche d'être présents dans le monde. Ensuite on passe aux lectures que j'ai fait suite au battle, voilà, donc j'avais lu Deux vérités, un mensonge, qui est un thriller un petit peu domestique, c'est un huis clos. Je vous mettrai dans le petit parce que les 3 livres dont je vais vous parler là, j'ai fait un épisode de la trilogie du mercredi où je vous en parle en détail, donc là on va passer très rapidement. Donc Deux vérités, un mensonge, c'était un thriller où on rencontrait un groupe d'amis quarantenaires ou cinquantenaires, je ne sais plus, qui on loue une maison sur une île déserte, entre guillemets écossaise, pour passer l'anniversaire de 2 des membres du groupe. Et l'ambiance est un petit peu tendue parce qu'il y a eu des retards et machin, l'organisation n'est pas très bonne et tout. Et donc pour détendre l'atmosphère, on joue à 2 vérités et un mensonge. Donc chacun sur un papier, ils écrivent 2 vérités et un mensonge, ils mettent ça dans un pot, ils tirent les pots, ils lisent, ils essaient de deviner à qui c'est. Sauf qu'il y a un papier qui sort, c'est en mode tout le monde dans cette pièce a tué quelqu'un, il n'y a pas d'issue possible pour cette île et tout le monde va mourir. Donc là ils sont en mode qui a fait la mauvaise blague, et puis au final il y a bien quelqu'un qui commence à mourir, puis un deuxième, puis là c'est la panade et ça éclate. Très drama, assez sympa. En revanche, peut-être une surenchère d'intrigues. C'est ce que je disais, on avait des intrigues au sein du groupe, et après on avait des intrigues autour du lieu, et après des intrigues autour du passé, des personnages, c'était très, très farfelu. En plus c'était multiples points de vue, donc il fallait suivre. Surtout qu'en plus je l'ai débuté en e-book et après je l'ai écouté en audio. Donc il fallait vraiment quand même être concentré parce que c'est des chapitres courts, mais comme on passe d'un personnage à l'autre, à machin, à un truc, voilà, c'était bien, mais c'est pas le huis clos que je retiendrai. Si je dois vous conseiller un huis clos très très bon, lisez la Reine du Nord. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Cold Case Academy, qui est la nouvelle série Young Adult de Jennifer. C'est Jennifer? Oui, Jennifer Lynn Barnes, qui a écrit Inheritance Games. Je ne sais pas si ce sera une trilogie ou plus ou quoi. Où là, on rencontrait Cassie qui a 17 ans, qui a une faculté pour comprendre les gens, lire en eux, voir qui ils sont vraiment. Et elle va être repérée par le FBI pour intégrer le programme des Natural, où elle va être avec d'autres jeunes qui ont des talents comme elle, différents mais assez prononcés. Et en parallèle de ça, elle va se dire que peut-être être au sein du FBI, ça va permettre de l'éclairer sur la disparition, l'assassinat de sa mère des années auparavant. Donc voilà, en parallèle de ça, on a un tueur qui sévit. Donc comme on est sur des cold cases et tout, ça match. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je rentrais pas trop dedans parce que je me disais putain, à 17 ans, le FBI et la repère, crédibilité 0. Et au final, ça se lit tout seul, franchement c'est ponctué de rebondissements. Je pense que l'auteur a ce truc de savoir faire des page turners. Donc voilà, mon avis détaillé dans l'épisode 2 de la trilogie du mercredi si ça vous intéresse. Mais ça je vous recommande vraiment bien. En revanche, je ne vous recommande pas du tout ce que vous m'avez conseillé, enfin ce que vous m'avez choisi, désigné, imposé. Le cercle littéraire des rescapés du Titanic.
fausses promesses, paroles en l'air, vraiment un titre et un résumé qui ne reflètent pas du tout le contenu, où là on rencontrait des gens qui ont esquivé le naufrage du Titanic alors qu'ils auraient dû embarquer. Et ils se retrouvent pour en parler, et en fait parce qu'ils culpabilisent d'avoir eu de la chance, PTDR, rescapés alors qu'ils ont juste pas embarqué, hein, ils ont eu des contretemps qui ont fait que, donc pour moi c'est pas la définition de rescapé. Et en fait c'est juste des lamentations d'un espèce de triangle amoureux entre trois personnages, parce qu'il y a un mec qui aime la fille elle aime l'autre mec, le mec aime l'autre mec, et donc il dit comme on s'aime tous, on peut être tous ensemble. Mais en fait il y en a, ils se voient en secret et machin, c'était n'importe quoi. Ça n'avait aucun rapport avec le cercle littéraire, vraiment la littérature n'a pas d'impact dans ce bouquin. 3 fois on parle de Dorian Gray, merci, au revoir. Donc non, ça c'était vraiment nul. Et c'est dommage parce que Nami c'est vraiment une maison d'édition qui normalement m'apporte des lectures doudou. Donc je suis très déçue. Ensuite vous m'avez conseillé The Kiss of Iron, donc c'est un tome 1. C'est une romantasy où là on rencontrait Catherine qui est une riche pauvre. Elle était riche mais à cause de son mari qui est débile, vu que c'est un homme avec un grand H, elle a un peu tout perdu, elle est un peu endettée sans l'avoir voulu. Donc elle va se retrouver un peu mise au pied du mur avec des huissiers, et en parallèle on va la faire venir à la cour et on va lui dire on a un travail à te proposer, il faudrait que tu espionnes un tel, voilà. Et il s'avère que notre Catherine est un peu voleuse à ses heures perdues pour essayer de se faire un peu de thunes. Elle va détrousser un mec qui s'avère être un fake, qui s'avère être le mec qu'elle doit espionner. Voilà. Bizarre. C'est une romantique que j'ai adorée. Vraiment j'ai adoré, j'ai pas mis coup de cœur, j'ai mis 5 sur 5 parce que j'ai trouvé que le côté espionnage, infiltration auprès du Fae, je m'attendais à ce que ce soit vraiment au sein de la cour Fae, et en fait non, ça reste quand même au sein de leur cour, enfin il y a des Fae mais c'est pas sa cour à lui, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a quand même ce schéma de romantasy qui reprend les codes de une cour du jour de la nuit, les failles, enfin voilà, ils ont les mêmes caractéristiques que, je sais pas, dans le palais d'épines roses, enfin c'est assez basique dans sa forme, dans son schéma. Après j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très sympathiques, très séduisants, vraiment j'ai trouvé que c'était du bon sexe, parce qu'on a pas mal de smut à un moment, mais j'ai trouvé que la tension, le piment était quand même maîtrisé. Ça donnait envie, c'était émoustillant. Lui, il est à la fois un petit peu sombre, un petit peu dark, mais green flag, donc ça c'est cool. Et donc je pense que c'est aussi ce qui le rend sexy. Catherine a un caractère assez trempé, voilà. Alors il y a un moment, elle fait un choix que j'ai pas trop compris, genre elle aurait pu en parler directement, mais c'est pas grave. D'autres personnages, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action et que les autres personnages s'intégraient bien au récit. Donc là maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est voilà, de lire la suite, parce que je veux les voir à nouveau ensemble, vraiment, parce que à l'heure actuelle la tension est encore à son compte, parce qu'il y a eu des petites choses, des petits frottis-frottas, des petites caresses et tout, mais on n'a pas eu du concret. Donc là moi au tome 2 j'attends que ce soit le bésodrome du village. J'espère aussi qu'elle va aller voir d'autres failles un petit peu plus sombres. Donc écoutez, je suis très curieuse, mais c'est vraiment une excellente lecture, franchement c'est une très bonne romantasy qui reprend les codes de base mais qui les exploite bien. Donc écoutez, en plus le livre est très beau, la couverture je la trouve somptueuse. Donc voilà, je suis ravie pour ça. Et dernière lecture que vous m'aviez choisie, et alors là je misais pas un copec dessus, je vous l'avoue, parce que c'est Abyss, le tome 1 de C.S. Quill, et moi C.S. Quill c'est égal à Computer Driver, et Computer Driver dès que je vois un retour dessus c'est Smut. Alors merci, non merci, là je me suis dit putain, le livre il fait 600 pages, s'il y a que du cul, putain. Donc là on va rencontrer Joséphine, qui est une voleuse hors pair, mais qui un jour va devoir faire une mission, un contrat, sauf qu'elle va se faire prendre, aïe aïe aïe, par plus forte qu'elle peut-être, et elle va se retrouver face à Vance Rackham. Oui, je pense à Tintin, vous aussi je pense que c'est pas anodin, et en refermant le livre ça ne l'est pas je pense, bref, et il va lui dire bah écoute là, t'as un peu mis la pagaille dans mon port parce que t'es chez moi, donc ma cocotte si tu veux rester en vie, c'est soit tu bosses pour moi, soit tu meurs. Voilà, vraiment il n'y a pas de demi-mesure, soit tu bosses pour toi comme tech, enfin soit tu bosses pour ta vie, soit tu meurs. Donc bah elle va dire ok vas-y c'est quoi le taf. Et donc à partir de là ça va continuer, il va y avoir une mission parce que il va la mettre sur un coup avec son équipe. Ce livre coche toutes les cases, vraiment, le fond de famille est incroyable, l'intrigue est vraiment trop chouette, on a ce truc de cambriolage espionnage, piraterie un peu moderne, j'en dis pas trop, mais ce point-là de l'histoire, ce pan-là de l'histoire est génial.
2-3 révélations, moi je les avais vu venir, vraiment, c'était là, j'ai dit c'est ça, ça s'avérait être ça, mais vu qu'en fait je faisais que tourner les pages, quand c'est arrivé je me dis ah oui bah j'avais dit tiens, il y a 100 pages que c'était ça, mais ça m'a pas déçu. Et la petite tension entre les personnages, franchement ils vont trop bien ensemble, c'est trop bien fait, slow burn, mais slow burn maîtrisé. Moi j'ai envie qu'il se saute dessus, voilà, j'attends que le tome 2 pour qu'il se saute dessus. En plus vu le cliffhanger de fin, ça va s'embrouiller, mais après peut-être que ça se réconcilie sur l'oreiller, on ne demande que ça, vraiment. En plus il y a encore plein de mystères autour de certains personnages, donc j'ai trop envie de savoir. Je rêverais, voilà, je le dis, je rêverais que dans le tome 2 on ait ce vrai côté piraterie, peut-être avec des voiliers, ça n'arrivera pas, je le sais d'avance que je vais être déçue, mais si il peut y avoir ce côté un petit peu plus maritime, un petit peu plus abyss du coup, je ne dirais pas non. Mais j'ai trouvé que les personnages, les caractères étaient très sympas. Franchement la romance qui est Slow Burn ne prend pas du tout le pas, on est vraiment focus sur l'entrée. La construction des plans, l'élaboration des plans, les missions et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent, tant dans la forme que dans l'exécution. Je trouve que le choix, l'idée de l'histoire est trop bien. Je vous recommande et je vous remercie d'avoir choisi celui-ci parce que de toute façon dans tous les cas je l'aurais lu parce que j'ai lu tous les autres livres. Donc là on va parler des livres que j'ai lus mais que vous n'aviez pas choisi dans les battles. Donc face à Deux vérités un mensonge, il y avait La mère de famille, où là, thriller domestique, psychologique. On rencontrait Sarah qui est une médecin généraliste qui a sa carrière et tout. Elle est mariée, elle a des amis, elle a tout pour être heureuse, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Elle se rend compte qu'avec son mec, on comprend plus tard pourquoi, c'est pas trop ça, son mariage n'est pas forcément heureux. Et lui, comme solution, il va lui dire bah tiens on fait un bébé, ça va tout résoudre. TDR. Donc elle va dire bah oui, ça paraît débile hein, comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Et donc ils vont faire un bébé, sauf que ça va pas résoudre le problème parce qu'elle va pas du tout avoir cette fille maternelle et à un moment le bébé va disparaître. Donc est-ce que c'est Sarah la coupable? Tout l'accuse parce que voilà, elle était pas bien dans sa peau, elle s'est confiée à sa meilleure amie, il y a des trucs qu'elle n'allait pas, etc. Trop bizarre. Le problème de ce livre, c'est que j'ai fait une hypothèse au chapitre 2 et il s'avérait que c'était vrai. Voilà, vraiment, j'ai fait l'hypothèse mot pour mot au chapitre 2, j'ai refermé le livre et bah j'avais eu raison quoi. Donc un peu dommage, mais ça m'a pas dérangé parce que c'était un peu pet charmer, c'était un peu retournement de cerveau sur des trucs, donc il y avait quand même 2-3 rebondissements qui étaient sympas. Le mec est détestable, franchement le mec ne se remet jamais en question, limite un pervers narcissique, il est obsédé par la nana. La Sarah en fait, la pauvre, elle essaye de se sortir de cette situation qui ne lui plaît pas parce qu'elle se rend compte que son mari elle l'aime pas plus que ça, enfin à un moment il faut que ça s'arrête. Et donc elle va, à un moment il va dire faut qu'on parle, elle va dire ah super là elle va avoir l'occasion de parler, elle commence à parler, elle dit on fait un enfant. Et du coup elle se sent prise au piège, mais en fait c'est pas comme par exemple dans la prof de Freda McFadden ou quoi où j'ai pas d'empathie pour la perso parce qu'elle est juste conne. Là Sarah j'ai eu de l'empathie pour elle. Et oui, vous vous rendez compte, ce petit cœur a une empathie, alors qu'il y a écrit Lord Voldemort sur mon cœur, mais c'est pas grave. Donc ça c'était vraiment sympa. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'après on avait l'intervention des forces de l'ordre par rapport à la disparition. Il y avait un peu d'autres choses qui se mêlaient. J'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé, même si c'était archi prévisible. Je trouvais que c'était plutôt assez dynamique. Enfin, sur les deux polars, je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré. Je pense que j'ai peut-être préféré quand même la mère de famille parce que il y avait ce côté un petit peu voyeur. Vous voyez ce que j'aime dans les thrillers domestiques. Donc voilà pour ça. Ensuite, face à Abyss, il y avait The Ex-Bows de je ne sais plus qui, Ashley Preston, non, pas du tout. Bref, couverture très mignonne, livre qui a l'air très mignon, où là on rencontrait Georgia, qui est témoin au mariage de son meilleur ami et qui est témoin avec l'autre meilleur ami du trio qui est aussi son ex mais qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, qu'elle a pas trop parce que ça s'est terminé un petit peu en dents de chamallow hein, voilà, on n'en sait pas trop au début. Et Georgia c'est une femme qui adore faire des listes, elle fait des listes pour tout et donc elle avait fait une liste de règles à respecter pour si jamais elle devait continuer à côtoyer son ex en tant qu'amie pour pas briser le groupe d'amis. Et sauf que là il s'avère que le meilleur ami appelle en panique parce que tout part en cacahuète dans les préparatifs du mariage, donc il faut sauver la situation et on appelle qui? On appelle Georgia et son ex qui s'appelle je ne sais plus comment, Adam, je ne sais plus, bref. Coup de cœur pour ce livre encore une fois, vraiment fou là 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 là. Et vous voyez comment à la fin du mois c'est reparti le feu d'artifice hein. Et donc ils vont se retrouver à devoir un peu tout gérer et petit à petit on va comprendre le pourquoi du comment ils en sont arrivés là, les plus parler, etc. J'ai trouvé que c'était très drôle, c'était très doux, très mignon, tous les personnages sont très sympas à suivre, la relation entre les deux ex est adorable, vraiment pareil, à un moment quand il y a la tension sexuelle qui revient et tout,
c'est sexy, on aime comment c'est fait, on aime comment c'est dit, c'est pas cringe, les scènes ne sont pas dérangeantes. Quand il faut avoir de la communication, on en a, les discussions elles sont pertinentes. Pareil à la fin, je lisais au travail, au bureau, moi je dû m'absenter et fuir, me cacher dans les toilettes parce que j'avais les larmes aux yeux, vraiment j'avais envie de chouiner, c'était trop mignon, oh là là. Vraiment ça a coché vraiment tous mes critères de la bonne romance parce que j'ai trouvé ça mature et c'était pas, en fait c'était de la second chance. Mais c'était pas en mode c'est bon, ils se revoient et ils font genre ils se détestent et tout. Non, ils essaient quand même de mettre de l'eau dans leur pain. On voit comme qu'on a affaire à des adultes. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Il y a des problématiques importantes qui sont mises en avant, que ce soit sur la vie perso, sur les crises d'angoisse, etc. Donc j'ai trouvé vraiment ça très sympa. Je vous la recommande comme romance. Elle était adorable et sensuelle. Ensuite, il y avait Face à The Kiss of Iron, donc Panique au Royaume. J'avais mis Panique à la Villa parce que j'avais mis Mariage et Trahison. Donc c'est l'auteur de Crazy Rich Asian ou Rich Crazy Asian. Et il y a un film qui a été fait de film, donc je n'ai pas vu le film, je ne sais pas, mais si c'est dans la même veine, je vais sûrement m'y tourner parce que Mariage et Trahison c'était génial. C'était génial. Alors j'ai pas mis coup de cœur parce que je vais y revenir, mais en gros là on rencontrait Rufus qui sa mère est un peu la mère. Oh là 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 là, alors la définition du parent détestable, la mère dans ce bouquin. Oh dit j'y aurais mis des revers mon gars, Roger Federer il s'en serait pas remis non plus. Vraiment, elle est là, elle est détestable et en fait elle veut que son fils se marie, sauf qu'elle veut qu'il fasse un bon mariage. Et donc sa sœur se marie, et sauf que il va y avoir un événement qui fait que le mariage va pas bien se passer, notamment une éruption volcanique, parce que c'est à Hawaï, voilà, il y a un volcan qui a décidé de passer par là. Donc le mariage, ça va, ça vient. Et en fait sa mère elle veut lui foutre des prétendantes à tous les bras, et donc elle va le mettre à un autre mariage donc pour qu'il se rapproche d'un tel, et après un truc machin, et truc. Et j'ai trouvé que le résumé était un peu moyen parce que dans le résumé moi je comprenais qu'il allait se rendre à un mariage et qu'en fait dans ce mariage, la timeline du livre, ça allait être les préparatifs du mariage, la réception, etc. Et que notre mec allait se retrouver avec 3 nanas potentielles, dont celle qu'il aime, qui est accessoirement sa meilleure amie. Ça va être un peu la sélection, vous voyez, un petit peu le bachelor. Et en fait, non, c'est vraiment à des moments dans le temps différents et tout. Et en parallèle, on a ce qui se passe à côté. Et j'ai trouvé ça, mais ingénieux au possible. J'ai trouvé que c'était très bien ficelé, un petit peu théâtral, un petit peu vaudeville, encore une fois. Et Rufus du coup va se retrouver un petit peu en prise et on va suivre la vie de tous les personnages. C'est très Gossip Girl, mais en fait très Gossip Girl de riche. Vraiment, on est vraiment dans un univers de riches. Il y a beaucoup de notes de bas de page qui sont faites avec humour. Alors je sais pas si c'est propre à l'auteur ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était assez rocambolesque, c'était vraiment sympa, ça s'intégrait bien au récit. Je trouvais que c'était assez léger, assez drôle. Le seul truc, oui, voilà, que je regrette, le truc qui fait que c'est pas coup de cœur, c'est que il y a ce côté où je m'attendais un peu à un truc un peu télé-réalité, qui n'est pas. Mais tout le reste, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai que c'était vraiment chouette, vraiment ce côté, on est dans le monde des riches et eux, pour eux, rien n'a de valeur. Enfin, pour eux, dépenser 60 000 €, c'est que dalle et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était absurde et grotesque, mais dans le bon sens du terme, parce que ça rendait le livre carrément vivant et c'est carrément un livre que je peux recommander à tout le monde parce que c'est trop un bon moment, c'est drôle, c'est court, enfin le livre est long mais les chapitres, les parties sont courtes donc ça s'enchaîne vite, les personnages ont une personnalité, il y en a qui sont détestables, d'autres pas du tout, franchement il y a des trucs, j'étais là mais la nana, la mère à un moment elle est là, elle prend des décisions, j'étais mais à quelle heure tu fais ce genre de décision, puis elle est exécrable, elle est excessive dans tout, vraiment une drama originelle. Franchement, moi j'ai adoré. Alors moi, en tant que commère originelle, ce livre est recommandé. Ensuite, donc là, c'était les lectures que... Alors, je n'ai pas parlé parce que j'avais aussi Fireborn qui était face à Cold Case Academy tome 1. J'ai pas eu le temps de le lire, donc voilà, celui-là n'est pas là. Mais les autres ont été lus. Et du coup, comme j'avais fini à temps certains de mes livres et qu'il me restait des heures sur Next Story, j'ai commencé un livre qui était dans ma palle en e-book, qui est L'Empoisonneuse de Palerme, de Cathy Kemp, je crois. Kemp. En fait, ce livre, je l'ai lu parce que déjà de base, il m'avait attiré quand j'ai regardé les sorties et tout. Et vous savez, le mois dernier, j'ai lu Ces femmes qui tuent de Gérard Morel, je crois. Et en fait, on retraçait le portrait, je vous mettrai dans le petit la vidéo, on retraçait le portrait de différentes femmes tueuses en série à travers les époques.
et il y avait une des nouvelles qui était sur l'empoisonneuse de Palerme. Bon, voilà, moins fraîche qu'hier parce qu'il s'avère que je tournais, je parlais, tout allait bien, et quand j'ai eu fini de filmer, que j'ai voulu reprendre mon téléphone pour faire la miniature, qu'ai-je eu comme surprise? Stockage saturé. Vraiment, à un moment donné, d'ici 2 mois, je change d'appareil parce que là, ça ne va plus. En plus, pour refaire de la place, il fallait que j'importe les 2 rushs que j'avais, qui évidemment ne s'importaient pas. Je sais pas, la chaleur, ça monte la tête au téléphone. Mais écoutez, là, du coup, petite transition, je suis plus belle. Voilà, hier j'étais plus belle, aujourd'hui je suis moins belle, désolée. Mais heureusement, thanks God, il ne restait qu'un livre à parler, à présenter. Je crois honnêtement, s'il y en avait eu plus que ça, j'aurais pété mon crâne. Déjà, je pensais que le bilan allait être court, pas du tout. Mais bon, nous reprenons sur de bonnes bases. Donc, vous l'avez vu, j'étais en train de vous parler de l'empoisonneuse de Palerme, qui faisait référence à une personnage que j'avais précédemment vu le mois dernier. Donc voilà, et donc, que se passe-t-il ici dans ce livre? Donc forcément, là, on est dans le fait historique romancé. Donc, dans l'empoisonneuse de Palerme, on rencontre Giulia, qui est au début une enfant qui vit avec sa mère qui a un peu cette réputation déjà d'empoisonneuse parce qu'elle est guérisseuse, elle aide pour des accouchements, etc. Sauf qu'un jour, elle va trouver une petite formule un petit peu sympa que si tu mets une goutte par-ci par-là, paf, ton mari, tu t'en débarrasses. Bien sûr, c'est pas à la légère, hein, il faut quand même que la femme concernée prouve que son mari est problématique, hein, c'est pas non plus la fin d'empoigne, c'est pas juste parce que il a trop fait griller ton toast le matin que tu peux le tuer. Mais du coup, à un moment, elle se retrouve dénoncée ainsi que d'autres, voilà, parce que sorcière, femme, vagin, hystérie, bûcher. Les conclusions hâtives toujours, merci l'église, avec un grand E. Et donc, notre personnage principal voit sa maman se faire tuer sous ses yeux. Et après, on a une ellipse où là, on rencontre Giulia qui est plus âgée. Donc il se passe certaines choses dans son passé qui amènent à certains événements que je vais pas citer parce qu'après ça va spoiler. Mais du coup on la retrouve qui prend un peu le flambeau de sa mère et qui va aider et tout. Et forcément, est-ce qu'elle peut faire confiance à tout le monde? On sait pas. Donc écoutez, c'est un roman que j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé très dynamique, que j'ai écouté en audio et que j'ai trouvé vraiment très pertinent. La narration était vraiment très bien. Donc ça je vous recommande si vous avez genre aimé La Maison au Sortilège ou ce genre de livre un petit peu historique, mais en plus c'est très féministe, donc j'ai trouvé ça franchement cool. Évidemment il se passe ce qui se passe, hein, parce que on ne peut faire confiance à personne, mais c'était la dernière lecture pour clore ce mois et j'en étais pas mécontente. Franchement je l'avais dans ma palle parce que déjà j'avais trouvé la couverture très belle et puis le pitch me bottait bien, et quand j'ai lu le mois dernier Ces femmes qui tuent et qu'après j'ai fait le rapprochement, je me dis mais en fait autant coupler maintenant, comme ça je vois ce qui s'avère cohérent. Et effectivement c'est très cohérent parce qu'à la fin on a une note de l'autrice qui explique que c'est un fait réel, une personnage qui a vraiment existé, et elle donne ses références bibliographiques et historiques. Donc voilà, ça c'était la lecture un petit peu culturelle, un petit peu instructive de ce mois. C'est du coup la fin de ce bilan. On vient de passer en revue 30 livres. Ce n'était pas sans peine, hein, parce que vraiment je pense que juin c'est à la fois mon pire mois de lecture et à la fois mon meilleur, parce que vraiment ça a commencé très très mal, ça a fini très très bien, on ne m'a pas laissé de répit. Donc j'espère que juillet va continuer sous de belles auspices comme ça. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'espère que votre été va bien commencer, et je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!